ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Anne Genet, auteure du livre Les papillons boivent les larmes de la solitude, jeune maman, une passionnée de course et aussi mon amie. Elle nous parle de son enfance à la campagne, de sa nouvelle passion pour la course, elle nous parle de créativité et de sa sœur jumelle. En gros, une entrevue qui nous inspire à sortir un peu de créativité en nous. Alors, si vous aimez les machines, n'hésitez pas à partager nos épisodes, puis même les épisodes que vous préférez. Ça nous aide à nous faire connaître, puis ça nous montre un peu votre intérêt pour notre émission. Donc, cette semaine, Anne Genet, bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, nul autre que Anne Genet. Anne est une amie personnelle, par rebond à moi, mais c'est plutôt une amie à Stéphanie. Mais c'est pas parce que c'est une amie qu'elle est ici, c'est parce que Anne est une écrivaine, est une fille pleine de talent, est une coureuse. Alors, elle vient englober plusieurs choses qu'on parle aux machines. Alors, Anne Genet, merci de nous parler de ta vie publique et ta vie secrète. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui? J'adore secret, oui. Plein de secrets vous seront révélés. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Anne, pour les autres qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter l'émission qui ne te connaissent pas. Tu penses? Il y a beaucoup de monde qui connaît ça. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton enfance? On va commencer par ça. Oui. Faut dire que j'ai eu une enfance assez particulière. J'ai grandi... En fait, les 2 premières années de ma vie, j'ai grandi à la campagne, sans eau, sans électricité. Donc, mes parents étaient bohèmes, mais vraiment peace and love. On habitait à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Puis, les seuls habitants? Ouais, c'était quasiment ça. C'était le champ avec les vaches, la nature. Puis, donc là, tranquillement, ils ont aménagé la maison qui était en perpétuelle construction. Puis, ils faisaient du troc entre les voisins. Moi, je me souviens tout petite, là, je prenais mon vélo. Là, j'allais chez Madame Boisvert chercher des œufs. Là, j'échangeais des carottes contre du lait. En tout cas, c'était vraiment un troc incroyable. Puis un troc de graines, de plein de choses. Là. On était vraiment... C'est vraiment une vie super... Mais c'était déjà établi, genre, pour une douzaine d'œufs, tu donnais... 12 carottes. Je ne m'en souviens plus comment ça marchait, mais je m'en souviens que j'avais mon panier de vélo plein de légumes, tu sais. Puis je m'en allais faire ça. Tu sais, des fois, quand je pense à mon enfance, parce que je l'ai tellement écrit, je me dis, est-ce que dans le fond, c'est de la fabulation, ouais. ce que je pense? Parce que, tu sais, j'ai des souvenirs, là, ça n'a juste pas d'allure. Je me souviens que mon père, on n'avait plus rien à manger. Puis là, mon père, il voit une dinde dans le champ. Puis là, il dit, ça y est, on va manger la dinde. Elle court dans le champ. Il court avec une pelle, tu sais. Il abat la dinde. Là, nous, on est comme super heureux à manger, tu sais. Puis là, je me souviens, la dinde est accrochée dans le sous-sol. Puis là, il y a le sang. Il y a comme genre du sang qui coule. Puis là, je trouve ça si beau. Tu sais, parce que, je vais manger. Tu sais, vraiment, j'ai une enfance assez digne de... C'est ça. J'en raconte beaucoup dans mon dernier roman, là, mais c'est assez amusant. Ouais. Incroyable. Fait que tu as grandi dans un monde que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Non. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi par rapport à la personne qui était maintenant? Je pense profondément, parce que chez nous, il n'y avait pas de technologie du tout. D'ailleurs, il n'y a pas eu de télévision jusqu'à temps que j'ai peut-être comme... de mémoire autour de 8-9 ans. Je me souviens de la fois où mon père est allé chercher au village le téléviseur. C'est un petit appareil de rien du tout. Il l'avait accroché après son vélo. Puis là, la boîte était comme toute ficelée à l'arrière du vélo. Puis là, il est arrivé en pédalant avec la boîte. Puis là, il a ouvert ça. Puis là, tout d'un coup, dans le salon, il y avait du bruit. Il y avait comme plus le silence des grillons puis des insectes le soir. Mais il y avait un genre de bruit que j'observais de loin. Parce que c'était vraiment mystérieux pour moi. Fait que j'ai eu beaucoup d'espace pour créer, beaucoup de temps pour créer, beaucoup de solitude aussi. Puis ça m'a nourrie. Je veux dire, depuis que je suis toute petite que je collectionne les cahiers, que j'écris. Fait que tout ça a fini par donner, dans le fond,
ce que j'ai écrit aujourd'hui. Là. Tu parles de ça, moi j'ai le souvenir. Tu parles de la télévision. T'as quel âge, Jeanne? T'as pas choisi de dire. On dit tout aussi. Non, j'ai 41 ans. OK. Ouais. Attends, moi j'ai 40 ans, fait qu'on est une génération à peu près assez rapprochée. Moi, je me souviens du jour où mon père est allé chercher pour la première fois des clubs vidéo qui existaient à l'époque. C'était pas les bêtas. T'as connu les cassettes bêta? Oui. Les VHS. Chez le voisin. Il y avait quelque chose avant ça qui était un gros disque que tu rentrais dans un lecteur. Chuck, tu connais pas ça? Tu feras une recherche là-dessus. Oh là là. Puis je me souviens qu'il est allé prendre ça avec le fameux appareil pour écouter ça. Puis on était assis sur le balcon chez nous. Puis là, on avait fait une soirée cinéma. Puis c'était ça. Fait que la télévision, puis ces images-là, puis la technologie a influencé un peu notre croissance. Les VIC-20. Ah oui, bien sûr. Je connais ça de loin. C'était vraiment, toi, tu connaissais peut-être pas ça, là, mais moi, j'ai connu ça. Bref, tes parents, est-ce qu'ils ont persisté longtemps dans ce mode de vie-là? En fait, on a fini par s'ennuyer à la campagne. Donc, quand j'ai eu 9 ans, mon père a décidé, ça y est, on déménage en ville, au centre-ville de Québec. On est prêt à affronter la civilisation. Mais tu sais, pas à peu près. Mais il n'y avait pas une librairie? Oui, c'est vraiment là. Il s'est dit, OK, ça y est, là, on va acheter une librairie. OK, il l'a acheté. Je pensais qu'il l'a vendu. Okay. Donc là, il a acheté une toute petite librairie de rien du tout, ce qui a justifié, en fait, notre déménagement au centre-ville de Québec, Saint-Roch downtown, écoute, avec toute la belle faune. Là, c'est correct, là? Ouais, ben à cette époque-là, il y avait beaucoup de prostitution. Il y avait... c'était un milieu... Qu'est-ce qu'il avait écrit comme livre dans ce coin-là? C'était-tu Maria Chapdelaine qui avait écrit? Non, en fait, il y a Bonheur d'occasion. Bonheur d'occasion. Puis moi, je me reconnais beaucoup quand je lis Bonheur d'occasion parce que c'est vraiment un peu ce que j'ai vécu. Ben, c'est-à-dire la pauvreté, il est très bien dépeint. Et il y a au pied de la pente douce également de Lemelin qui se situe dans le même quartier. Donc, j'ai marché très souvent dans ce coin-là. Donc, oui, c'est ça. Alors, centre-ville, grosse pauvreté. Puis là, c'est drôle parce que je passais d'un espace infini, celui des champs à perte de vue, à un espace restreint. Je me souviens, j'ouvrais la fenêtre, puis là, je voyais un mur de briques. Et là, j'observais, genre, les détails dans la brique en me disant... C'est beau. J'essayais de trouver ça beau. Je respirais les pots d'échappement, tu sais, des voitures, puis je trouvais, ça sent tellement bon, quelle odeur drôle. Ouais, pour moi, c'était vraiment... je pense que je suis quelqu'un qui s'émerveille de toutes les aventures que je traverse, fait que de me retrouver au centre-ville, c'était juste, j'étais très heureuse. C'était très beau. T'as grandi est-ce que tu as grandi dans la librairie de tes parents? Est-ce que tu étais beaucoup là-dedans? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans ton quotidien aussi? Il faut dire que la librairie, comme elle était toute petite, il y avait des livres partout, ça s'empilait, ça faisait des grosses colonnes. T'sais. Puis il n'y avait pas d'espace, beaucoup de rangement dans la librairie. Donc forcément, dans notre petit catégorie, il y avait également plein de piles de livres. Puis moi, je me souviens, là, je mettais des livres à côté de mon lit. Puis j'aimais ça, genre, avant de m'endormir, choisir quasiment au hasard un livre, puis lire ça. Puis tu sais, j'avais le droit de lire n'importe quoi. Ce qui veut dire que, je sais pas, j'avais 11 ans, puis là, j'étais en train de lire Citadelle de Saint-Exupéry. Puis là, je me disais, je comprends pas, mais un jour, je vais comprendre. Ouais, fait que la littérature jeunesse, de toute façon, à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Il y en avait un peu moins. Fait que j'ai lu des classiques, là... Très, très, très tôt. Tu penses que cette passion pour l'écriture, la lecture, ça vient dans le fond de ton père? Ben, ça vient, puis je crois que j'aime bien ta question parce que c'est comme un amalgame des deux. T'sais, mon père me donnait tout le temps le défi. Je te gage que t'es pas capable de lire ça. Puis t'es pas capable de lire Camus. Là, j'ai tout lu Camus. T'sais. Ouais, je suis capable. Puis ma mère avait ce petit côté... ma mère, elle avait des cahiers comme moi, des carnets. Puis elle a dessiné, ma mère était peintre. Donc, elle était toujours en train de... Tu sais, je me souviens, on prenait l'autobus de ville, puis elle sortait son petit carnet, puis elle dessinait les gens dans l'autobus. Fait que moi, je m'installais à côté d'elle, puis j'avais aussi mon petit carnet, mais moi, j'écrivais les gens qui avaient autour de moi. Tu sais, je notais des pensées, C'est comme si... Quand je parle d'amalgame, c'est comme si, dans le fond, les lettres de mon père se sont fusionnées avec la créativité de ma mère, puis ça a donné l'écriture. Est-ce que tes sœurs sont comme toi? Oui! Oui, tout le monde, toute la famille. Et non seulement
C'est comme moi en termes de créativité, parce que toutes les trois, on écrit puis on lit comme des machines, mais on court, toutes les trois aussi. Ouais. Fait que, on a vraiment, c'est très drôle, on est vraiment pareil. Parce qu'elle a une jumelle. Ah, c'est vrai? Oui, oui, j'ai un clone. Donc, si jamais tu me vois dans la rue puis que je te dis pas bonjour, ben c'est pas moi, ça va être ma soeur. Mais je suis content de t'avoir ici parce que ça nous amène à un sujet qui est un sujet qui me passionne aussi, les jumeaux. Oui, c'est Puis, sûr. puis avant que j'arrive là, parce que je suis jumeau aussi, Oui, c'est ça. avant que j'arrive là, la question qui me venait en tête, c'est qui t'a le plus influencé dans ta vie? Parce qu'on va venir au modèle plus tard, on va parler de plus ce que tu as fait dans le présent au niveau du livre que tu as écrit, mais dans ta vie en général, qui t'a le plus impacté? Oh là là, quelle question! J'aimerais ça dire... J'aimerais te parler d'auteurs qui m'ont marqué parce que les auteurs, à différentes phases dans ma vie, ont déposé toutes sortes de choses. Puis, je pense que je pourrais te parler actuellement de Murakami, qui est un auteur-coureur japonais qui s'est mis, lui, c'était un gars qui est propriétaire d'un bar, tu sais. Puis au Japon, il faisait plein d'argent, il était gros, obèse, puis il fumait comme une machine. Et là, un jour, il a décidé qu'il se prenait en main, il se mettait à courir. Donc là, il s'est mis à courir, et là, il s'est dit, je veux faire autre chose que de courir, je veux écrire aussi. Alors, c'est comme si, dans le fond, la course et l'écriture sont apparus un peu en même temps, et la course, un peu comme dans ma vie, à moi, lui a apporté la discipline pour écrire. Il s'est dit, OK, si je suis capable de me dire, je cours 10 km par jour, je vais écrire 2-3 pages par jour aussi. Je vais m'asseoir 1 heure ou 2 par jour, puis je vais exercer exactement la même discipline, la même rigueur, la même méthode que celle de la course. Donc, Murakami, je l'adore pour ça, parce qu'il a un imaginaire incroyable. Puis, j'ai lu pas mal de ses livres et je me suis en fait vraiment inspirée de sa méthode d'écriture et de course. Ouais. Si tu avais un livre recommandé de lui, ce serait quoi? Parce que moi, je le connais pas. Je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Murakami. Oui, il a fait EQ 84, qui est une trilogie un peu de science-fiction. J'ai lu ça à une période très charnière dans ma vie. Je venais d'accoucher, j'allaitais, puis je dormais pas du tout, là. Je faisais juste pas dormir de la nuit. Puis j'ai lu, je pense qu'il y a 4 tomes dans la série de mémoires. Et je les ai lus en allaitant. Fait que je passais au travers de milliers de pages comme ça. Il y en a, puis il y en a, c'est immense. Ouais. C'est pas vraiment ta question du jumeau. Ouais. En fait, puis je sais pas si tu en as déjà parlé, mais étant jumeau, je me suis toujours intéressé au phénomène. Puis plus je rencontre du monde à succès dans la vie, plus je me rends compte qu'il y en a plusieurs qui ont des frères jumeaux. Ah oui? Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, puis c'est parce qu'en fait, tu me parlais de ton enfance qui a l'air très solitaire, mais elle n'était pas pantoute finalement solitaire, tu avais une sœur jumelle. Ouais, t'as raison. Right? T'as raison, ouais. Parce que moi, ce que j'entends depuis le début, je dis, c'est Anne niveau pignon vert, là, qui est dans la campagne, qui est tout seul, mais c'est pas ça. Mais on était 2 solitaires. C'est 2 solitaires ensemble. 2 solitudes ensemble, c'est beaucoup plus facile. Right? T'as raison, ouais. Fait que par-moi ta relation de jumelle enfant, puis adulte, parce que ça va être le sujet d'un ouvrage pour moi un jour, ça. Ah, pour de vrai, je t'encourage beaucoup parce que c'est fascinant, je pense, le phénomène des jumeaux. Enfant, on a développé notre propre langage. Je sais pas si tu as vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Oui, OK. Je l'ai eu très longtemps dans ma vie. OK. Parce que le monde ne comprenait rien quand on se parlait, mon frère. Mais on parlait, nous autres, c'est qu'on parlait très vite. Exactement. Ah là là! Ouais. Puis moi, j'ai jamais ralenti, finalement. J'ai toujours conservé ça. Mais j'ai un débit qui fait ma personnalité aussi. Je suis un gars qui a tempérament très high speed. Puis, fait que ça a toujours resté. Fait que moi, ça me collait bien à la peau de toute façon. Mais c'est un défi pour les gens. Oui. Fait que, bref, je ne peux pas parler de moi, mais je t'en parle. Parle-moi de toi. Oui, ben moi, exactement, j'ai eu un langage. On s'est inventé un langage jusqu'à temps. Écoute, je pense. C'est vrai que tu as des chums. T'as pas le choix. C'est très drôle. Non, mais jusqu'à l'école, ben c'est ça finalement, l'école, jusqu'à la maternelle. On a eu de la difficulté à s'intégrer à l'école maternelle parce qu'on avait encore notre propre langage.
Mais bon, peu à peu, on est devenu l'attrait touristique de l'école. Les sœurs jumelles. Donc, les sœurs jumelles, alors, tu sais, j'avais beaucoup d'amis, puis je me souviens que ça a été très facile, m'intégrer, parce qu'on était un phénomène paranormal. Dans un village, des jumeaux, ça n'existait pas. C'est ça. Donc, moi, ce que je trouve assez... Moi aussi, j'ai des histoires un peu spéciales concernant le fait que je sois jumelle. J'ai des souvenirs d'avoir fait les mêmes rêves que ma sœur. Tu sais, on dit que les jumeaux ont des pouvoirs de prémonition. Si ta sœur se fait mal, t'as-tu mal? Oui, c'est ça la question la plus courue. oui. Si ta sœur se fait mal, t'as-tu mal? Ben moi, j'aurais le goût de te répondre. Je te dirais pas non, j'ai mal. J'aurais le goût de te répondre que si ma sœur est traverse des épreuves, il m'est très souvent arrivé de me sentir mal, puis de prendre le téléphone puis de dire « Hey, comment ça va? Je veux que tu me donnes des nouvelles parce que j'ai l'impression que ça va pas. » Puis là, elle me disait « Eh non, ça va pas super. » Puis je disais « Ah là là! » Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas croire, il y a une connexion qui existe. Puis, tu sais, même les rêves, je te disais, quand on était petite, on se réveillait, puis on se racontait nos rêves, puis c'était les mêmes rêves. C'était vraiment les mêmes rêves. Puis là, je sais pas si ce que je te raconte, ce que je te dis là, c'est parce que dans le fond, j'ai grossi tout ça avec mon imagination. Mais oui. Les mêmes rêves. Comment ça s'est développé avec l'âge adulte d'être jumelle? Est-ce que vous êtes il y a des moments où on se rapproche puis on s'éloigne? Comment ça s'est passé? Ben, peut-être que j'ai eu besoin, adolescente, de m'affranchir beaucoup. Tu sais, j'ai eu besoin d'avoir ma propre personnalité, de me faire appeler pas juste la jumelle Genet, mais Anne. Fait que j'ai... tu sais, moi, je veux dire, aussitôt que j'ai pu partir en voyage, là, puis partir de chez moi, je l'ai fait. Là, j'ai eu besoin de faire ma place énormément. Au cégep, je suis partie étudier en arts et technologies des médias, au cégep de Jonquière. Alors ça, c'est 3 ans déjà. Sans ta sœur. Sans ma sœur. Alors c'est 3 ans, dans le fond, où déjà j'avais mon propre cercle d'amis, puis j'avais vraiment ma gang. Puis, alors que ma sœur était plus en littérature, moi, je me dirigeais davantage vers les communications à ce moment-là. Donc là, c'est ça, dans la vingtaine, j'ai vraiment eu le goût d'être totalement différente. Je suis partie ensuite habiter en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve. Fait que j'ai voyagé beaucoup. Puis je me demande si le fait que j'ai beaucoup voyagé, c'est pas parce que justement j'avais besoin de prendre un écart, de me séparer d'elle, en réalité. Pour mieux se retrouver après. Pour mieux, oui. Parce que, je veux dire, pour mieux se retrouver, parce que avec l'âge, maintenant, on est encore la même complicité. Puis, on est très près l'une de l'autre. Hein? Anne, étant une créative, parce qu'on parle de créativité aussi, parce que il y a 2-3 affaires qu'on aborde aujourd'hui, hein, parce que la solitude, la plupart du monde la vit. Toi, tu n'as jamais vraiment vécu. Tu l'as vécu, mais tu n'es jamais tout seul dans la vie parce que tu as toujours ta soeur jumelle. Un coup de téléphone pas loin pour parler. Tu sais. Ça, la plupart du monde ne l'ont pas, cette affaire-là. Tu sais. Fait que c'est quelque chose d'intéressant, je pense. Au niveau de la créativité, évidemment, être créatif dans la vie, ça veut dire de vivre des émotions. Comment quelqu'un qui veut écrire puis être créatif, comment ça se vit dans le quotidien? Comment on vit avec une personne créative? Et c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je me dis, la vie de couple n'est pas évidente avec moi, là, pour plein de raisons. D'abord, parce que je suis quelqu'un qui se lève très tôt, parce que j'ai besoin d'avoir de la place pour la création. Donc, ma façon de le faire, c'est de me lever à 4 heures du matin. Fait que, tu sais, de vivre avec quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin, c'est pas évident. Bah, tu continues à dormir. C'est le problème. Mais il y a une petite chaleur en moins dans le lit, tu sais. Mais donc, de vivre avec ça, c'est sûr que c'est quelque chose. Je suis très disciplinée. J'ai beaucoup... je pense que j'ai autant le sens de la compétition. Je suis très compétitive dans les sports, mais je le suis également en création. Je me dis, quand je commence un projet, je me dis, je vais aller au bout. Puis il n'y a personne qui va m'en empêcher.
je vais m'asseoir 2-3 heures par jour et je vais le faire. Même si c'est dimanche, même si c'est samedi, même si c'est mercredi, même si je vais écrire. C'est vraiment... je suis très, très, très déterminée. Fait qu'au quotidien, il y a cet aspect-là, l'aspect que je consacre beaucoup de temps à l'écriture. Mais il y a aussi l'aspect intéressant qui est que je suis aussi quelqu'un qui observe beaucoup, qui est très curieuse, qui prend des notes. Tu sais, je suis tout le temps en train de prendre des notes. Puis j'ai un genre de... J'ai une curiosité par rapport à la vie. Je veux expérimenter plein de choses. Je veux écouter les gens. Je veux vivre à 100%. Puis je pense que je suis vive, je suis allumée. C'est ça. C'est un peu comme ça que je suis dans la vie. Tantôt, juste avant qu'on soit en ondes, tu as fait un peu un parallèle entre la solitude, l'écriture, la course, tout ce que ça t'amenait, puis comment que t'amenais un peu à que ça soit juste une chose, là, dans le fond, pour toi. Tout ça. Oui. On en parler un peu. Oui, moi, je suis convaincue que sans la course, je ne serais jamais, jamais, jamais arriver au bout de mon projet d'écriture. Parce que je me suis mis à courir il y a 2 ans. En fait, Laure je devais retourner au travail. Laure ne dormait pas. Une petite fille qui ne dort pas beaucoup, qui est très, très, très vive, très agitée. Alors, j'étais épuisée, ça n'avait pas d'allure. Tu sais, je me disais, comment je vais faire pour travailler alors que j'ai pas dormi de la nuit? Mais ça marche pas. Puis là, je me suis inscrite à un gym. J'ai commencé des cours de spinning. Puis là, le prof, il disait, hey, t'es vraiment bonne, t'as un super cardio. As-tu déjà essayé la course? Je fais, non, mais je vais essayer. Donc là, on s'est mis à courir ensemble. Et lui, il était vraiment très bon en course. On s'est mis à faire des intervalles. Puis, je veux dire, j'étais plus vite que lui, là. Tout d'un coup, je me suis mis à courir avec une vitesse, puis avec peut-être comme l'espèce de... le même désir que j'ai en création, celui de me dépasser puis de me dépasser. Mais là, tout d'un coup, j'ai tellement eu d'énergie. Tu sais, même si je dormais pas, même si ma vie continuait, je commençais mes journées en me disant, wow, moi, j'ai couru 21 km, c'est lundi matin, OK, on va la prendre la journée, tu sais. J'ai fait des intervalles à 3h30, puis j'ai vraiment clenché ça. Je disais, OK, maintenant, je vais commencer ma journée, puis regarder ce que je vais faire, tu sais. Fait que c'est comme si, dans le fond, la course m'a permis de croire en moi. Je me suis dit, si je suis capable de performer sur piste, je suis capable de performer aussi ailleurs dans ma vie. Donc, je me suis dit, OK, maintenant on écrit. Puis, après la course, on dirait, moi, c'est comme ça que ça se passe très souvent. Après avoir couru, mon cerveau est extrêmement éveillé. Je veux dire, je prends le crayon, là, puis c'est comme si ma main part tout seul, là. C'est comme si, dans le fond, parce que j'ai fait un acte physique, j'ai couru, ben là, maintenant, la main, qui est un geste quand même aussi physique, puis le fait que mon cerveau soit bien éveillé me permet vraiment d'entrer dans la créativité, là. C'est ce qui t'a permis d'écrire, dans le fond, ton premier livre. Oui, en fait, ce livre-ci, Les papillons boivent les larmes de la solitude, c'est un livre que j'ai écrit avant d'avoir l'art. OK. Fait que c'est plein, plein, plein de petites histoires que j'ai écrites ici et là, peut-être en l'espace de 2 ans, qui ont donné un recueil de nouvelles. Mais le projet, celui que j'ai terminé, mon roman, a pris 4 ans d'écriture. Et là, c'était un premier roman, alors là, c'est vraiment, tu sais, puis j'avais jamais fait ça, moi, de roman, là. Fait que ça a été... je pense que la course m'a aidé justement à avoir la discipline de le faire. 4 ans pour écrire un livre. Oui, 4 ans. Parce que, puis, je veux dire, et des pages, et des pages, et des pages, et des pages détruites. Parce que, tu sais, très souvent, là, je pense que je suis rendue à une 4e écriture environ. Peut-être parce que, dans le fond, je suis allée à tâtons sans savoir comment, où est-ce que j'allais aller. Vraiment, tu sais, je me suis fait un plan qui était un plan de 10 pages avec une bible des personnages qui est comme une 20aine de pages, juste pour me dire, OK, là, j'ai mon projet, je sais où je vais, mais malgré tout ça, le travail de préparation, j'écrivais, mais c'était une première pour moi. Se lancer dans un projet d'écriture, quand on n'a jamais expérimenté ça, ça peut sembler très simple, mais c'est extrêmement compliqué.
Le processus créatif, parce que, évidemment, en affaires aussi, c'est important d'être créatif, mais il y a beaucoup de monde qui perdent leur créativité ou ils pensent qu'ils l'ont pas, mais tout le monde l'a, je pense, quelque part. Ils savent juste pas comment le canaliser. Comment tu fais pour toujours être créative ou créatif? C'est qu'est-ce que tu aurais comme truc à donner au monde pour se garder dans l'esprit d'être créatif? Parce que tout le monde est, en tant qu'enfant, tout le monde l'est. On devient adulte, on le devient moins. Mais c'est une qualité, je pense, à vraiment retrouver qui aide des gens à développer beaucoup de facettes de leur vie, soit en affaires, soit personnel. Quel conseil tu as donné aux gens pour être créatifs? Moi, je donnerais un conseil que je donne à mes élèves, parce que j'ai un club de création littéraire. Et justement, j'aide beaucoup les jeunes adolescents à se libérer de tous les... parce que l'école, on est tellement dans la grammaire, tellement dans respecter le système de tout ça. Puis on dirait qu'avec mon club de création littéraire, je leur apprends justement à libérer leur tête, ou à s'ouvrir entièrement, sans censure. Je veux pas rien, aucune ornière pour les brimer dans leurs besoins d'expression. Alors, ce que je fais, mon truc, c'est de faire de l'écriture automatique. L'écriture automatique, moi, j'utilise aussi beaucoup quand j'écris. Il faut juste se mettre dans un état d'esprit. Tu sais, on est toujours un peu sollicité. C'est trop réfléchi, des fois. On est sollicité par plein de choses. On est très souvent en exécution. Alors que dans la création, on doit accepter le fait d'être assis et de ne rien faire, d'avoir aucune source qui nous distrait pendant au moins 5 minutes. Donc, juste comme de s'abandonner. Puis, on peut prendre de la musique pour se lancer dans cet état-là. On peut y aller avec une image, une phrase. Mais il y a une déconnexion qui doit se faire. Et là, c'est de laisser aller sa main et de laisser aller toutes ses pensées sur le papier sans aucun arrêt. Tu pourrais écrire patate, pomme, n'importe quoi, tout ce qui te traverse la tête. Mais là, parce que tu t'es libéré ensuite, ton esprit va embarquer dans un mode où je me libère puis je laisse aller les choses. Fait que nous, on fait l'écriture automatique au moins 3 minutes avant de se lancer dans un atelier. Puis ça, je l'applique moi aussi. J'adore être dans un état. C'est un genre d'état un peu second, là. Ça frôle un peu le rêve. Ouais. Fait que dans le fond, tu vas prendre une feuille de papier et t'écris tout ce qui te vient en tête sans faire des phrases qui font du sens. Tempête d'idées un peu. OK. Mais après ça, tu peux t'appliquer un ouvrage plus défini sur ce que tu veux faire, c'est ça? Exactement. Ensuite, tu donnes une contrainte. OK. Ça a-tu été étudié comme quoi c'est une technique qui fonctionne? Oui. C'est vrai? Oui. C'est pas que j'entends parler, moi. C'est l'école Lolipo qu'on utilise beaucoup en littérature. Donc, alors là, c'est de se donner justement d'y aller avec d'abord une expression, puis ensuite une contrainte. Puis la contrainte, ça peut être de piéger des mots, ça peut être de travailler à partir d'une image, un fragment, ça va dans tous les sens, d'écrire sans E. Donc, il y a vraiment toutes sortes de contraintes. Qu'est-ce que ça permet, ça, la contrainte? La contrainte, ensuite, te permet d'y aller dans un certain cadre. Puis là, ensuite, moi, je vais y aller, je vais me dire, ben là, aujourd'hui, je dois terminer telle idée. Puis là, on se dirait que ça va mieux. C'est comme s'il faut que je passe par un processus où je suis vraiment dans l'expression. Ensuite, un processus où je suis une ligne directrice. Et ensuite, là, je vais créer plus facilement. Quelqu'un veut créer un ouvrage ou traverser à travers ce processus-là, est-ce qu'il y a une contre-indication? Est-ce que ça va fait manuscrite versus sur un ordinateur? Oh là là! J'adore ta question! Je me pose toujours la question quand j'écris. Il y a aussi juste dicter, quelqu'un qui dirait à voix, là. Oui, un peu comme avec un dictaphone. Ah, oui. Oui. Ben moi, c'est bizarre parce que l'écriture est un acte physique, pas juste... Tu es une puriste. Oui, je suis vraiment une puriste. Tu sais, je suis une fille qui tripe sur le papier. Puis l'odeur du papier aussi. Mais bon, ce que je vais te dire, c'est que moi, j'ai 2 façons d'écrire. D'abord, j'ai celle dans le carnet, où c'est vraiment, je laisse aller mes idées, je suis dans la création. Et quand je vais à l'étape de la révision, l'écriture, où là, vraiment, je porte attention aux phrases, là, je vais être à l'écran. Je vais être sur mon clavier. Mais ça, c'est ma façon à moi de travailler, mais c'est que j'ai besoin d'être un peu folle dans mon cahier, puis ensuite de me dire, OK, maintenant, j'écris pour un lectorat. OK. Intéressant, parce que c'est de plus en plus, je pense,
la tendance de les gens de vouloir écrire des livres ou écrire par rapport à eux, par rapport à Qu'est-ce qu'ils ont fait? qu'est-ce qu'ils ont accompli. Fait que souvent, le processus n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Toi, tu es une naturelle là-dedans, mais quelqu'un qui veut écrire, c'est par où je commence. Mais c'est intéressant d'entendre le processus de lequel tu parles là. Puis moi, souvent, j'écris, mais je me dis, j'écris très mal en passant. Fait que si j'écris, fait que je me dis, si j'écris à la main, je peux pas me relire généralement après ou à peu près pas. Toi-même, tu peux pas te relire? Des fois, ouais. Wow. J'écris tellement vite, tu sais. Mais moi, c'est ça que je fais, hein. Je fais de l'écriture automatique, mais je peux pas lire après. Ça, c'est une version plus avancée de l'écriture automatique. Tu peux pas lire ce que tu écris. C'est ça la contrainte. Personne peut le lire. Personne peut le lire. C'est ça, sa contrainte. C'est secret, c'est chiffré. Sauf ton frère. C'est ton propre langue. Mais non, il peut pas le lire lui-même. Même personne. Moi, c'est secret. Fait que c'est intéressant de voir que, à un moment donné, que le fait d'écrire utiliser les technologies pour écrire quand même, c'est aussi valable. Oui. C'est plus utile pour moi, du moins. Dis-moi. J'ai lu quelque chose, écoute, je pense en entrevue, qui disait que dans le fond, quand on écrit à la main, c'est vraiment la même. C'est comme si on avait le même pèse que le cerveau. On a on est au même rythme que le cerveau. Alors, mais je suis pas tout à fait sûr que c'est vrai. Ah ouais. Parce que tu vois, quand on parle, le monde qui parle vite comme moi doivent imaginer le mot dans leur tête pour le dire après, pour ralentir la cadence. Fait que le cerveau pense plus vite généralement. C'est la main qui va ralentir souvent. Ouais. Ou attends, moi je pense que je peux rapide à la main au clavier. Oh, ça peut-être ça dépend. C'est une question d'habitude aussi. Oui, quelqu'un qui est habitué d'écrire beaucoup, peut-être. Au clavier, moi, je suis tout le temps en train de penser à plein de choses, alors que dans mon cahier, je pense pas. Ta vie adulte, en fait, les livres sont suivis toute ta vie jusque dans ta vie adulte. T'es bibliothécaire maintenant. Oui. Pourquoi tu te retrouves toujours avec des livres? Puis je me vois pas sans livre. C'est rassurant, dans une bibliothèque, c'est plein de livres. Oui. Right? Je choisis cette profession-là un peu pour ça. Pourquoi? Oui, parce que j'ai grandi là. Non, parce qu'en fait, pour plein de raisons, pour moi, une bibliothèque, là, c'est comme un sanctuaire. Non, mais c'est vrai, il y a un calme incroyable, puis il y a une présence rassurante. Je me dis, je pourrais tout le temps prendre un livre, puis j'aurais réponse à mes questions. Je me dis, je me sens seule, j'ouvre un livre, j'ai un ami qui me parle. Non, mais c'est vrai, je veux dire, un livre, là, c'est comme c'est mon meilleur ami. Puis tu sais, j'ai le goût de transmettre ma passion aux élèves aussi, puis c'est tout un défi avec des adolescents. Surtout qu'ils sont habitués à la technologie. Oh oui. Tu sais, je suis un peu archaïque. C'est ça, ils sont moins habitués à devoir lire, écrire à la main. Oh oui, c'est vraiment... Je suis comme... Mais en même temps, je suis quelqu'un qui est vraiment facile d'accès. Puis je sais pas pourquoi les jeunes viennent vraiment me parler, puis me raconter plein de choses. Puis on a beaucoup de plaisir dans la bibliothèque. C'est pas un endroit austère du tout. Là, on fait du théâtre. Et moi, je fais toutes sortes j'expérimente plein de choses. C'est vrai que très souvent, je vais prendre un extrait de livre, on le monte en pièce de théâtre. J'ai fait un défilé de mode, je fais des expositions. J'ai fait la fois où on a fait un défilé de mode dans la bibliothèque, puis qu'il y avait des retails de tissus partout, puis des aiguilles qui traînaient, puis tu sais. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la bibliothèque devrait être un endroit ordonné et classé? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être un lieu où on a du fun? Je te disais que dans l'idée des gens, le travail de bibliothécaire va être appelé à disparaître parce que bientôt, ça va être des robots qui vont être placés, les livres dans les étagères. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense, parce que je pense qu'on a prédit la mort du livre depuis tant d'années. Je veux dire, la mort du livre est tout le temps là. On dit tout le temps que ça va mourir. Puis moi, de ce que je vois, c'est que les gens ont besoin de se déconnecter. Ils ont besoin, on est trop rivés sur nos écrans, puis de lire sur papier. Il y a pour d'avoir une espèce de réconfort, un peu comme si je m'installais devant un feu de foyer, puis je me disais, OK, maintenant, je regarde les plantes, je réfléchis, je lis, tu sais, il y a une belle lenteur dans la lecture qu'on n'a pas ailleurs, puis moi, je veux pas que ça disparaisse, puis je pense qu'on a besoin de se déconnecter dans notre société. Ouais. Puis moi, je suis incapable de lire un livre digital. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime pas ça non plus.
Sauf que, puis en fin de semaine, j'ai acheté un livre à la bibliothèque. Non, pas à la bibliothèque, à la librairie, excuse-moi. Puis j'ai passé à travers, puis une fois que c'est fait, je l'ai lu. Ouais. Il y a comme un accomplissement à travers, quand tu finis un livre. Je l'ai. Chose que c'était tellement difficile quand j'étais jeune. Moi, j'étais pas j'adore lire. Avant, j'aimais pas lire. Fait qu'il y a plein de livres que j'ai jamais passé à travers. Fait que c'est un accomplissement en tant qu'adulte de dire hey, j'ai passé à travers, ça c'est fait, c'est lu. Puis il y a des souvenirs aussi. Moi, j'annote dans mes livres. Ouais. Tu sais, je fais des petits cœurs dans la marge. Puis là, je souligne la phrase. Puis très souvent, des fois, je vais repasser devant ma bibliothèque parce que chez moi, j'ai vraiment Beaucoup de livres. aussi beaucoup de livres. Et au hasard, j'attrape un livre. Puis là, je fais ah oui, là, je l'ouvre. Puis je fais ah oui, je me souviens du moment où j'ai lu ça. Puis quand j'ai lu ça, je vivais là. Il y a plein de souvenirs qui sont associés à ce moment-là. Ah oui, je vivais une peine d'amour. Ah oui, ma mère est décédée à ce moment-là, puis ça m'a fait du bien de lire ça. Tu sais, les livres sont associés aussi à nos expériences humaines. C'est ça qui est bien. Des albums souvenirs. Est-ce qu'une écrivaine doit avoir beaucoup de peine d'amour pour créer? Elle doit vivre toutes sortes C'est de comme- choses. Mais Pas tant que ça. je dois avouer qu'elle est une vie mouvementée. Elle me dit que c'est cliché, après c'est pas quoi on parle. Non! Non, je vis plein de choses. Ah, Ouais. Wow. t'avais un peu effleuré le sujet, le décès de ta mère. Oui, oui, c'est drôle parce que c'est pas un sujet triste pour moi. Je parle de la mort de ma mère avec un grand sourire, puis avec beaucoup de joie, puis beaucoup de bonheur, parce que je suis heureuse même, là, j'exagère peut-être, mais je suis heureuse qu'elle soit décédée jeune, parce que ce qu'elle m'a laissé, c'est une expérience de vie incroyable. Tu sais, ma mère vivait intensément, puis on était très, 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 très soudés. C'était une femme créative, une femme qui réfléchissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on avait une proximité. Elle et moi, en fait, on avait des discussions qui étaient comme tellement incroyables. Puis elle m'a légué tout ça. Elle m'a dit, Anne, je veux que tu écrives, je veux que tu écrives, je veux que tu crées. Puis je pense que c'est le plus bel héritage que j'ai eu, c'est d'avoir une mère qui m'a poussée, dans le fond, à vivre à 100%. Puis le fait qu'elle soit morte très tôt, ça m'a montré que, tu sais, dans le fond, la vie est courte. Peut-être que moi aussi, je vais mourir à 50 ans. Peut-être que dans 10 ans, je serai morte. Puis je vis avec cette idée-là, que peut-être que dans 10 ans, je vais être morte. Ou peut-être dans 5 ans, ou peut-être. Fait que j'ai une philosophie très carpe diem. Je saisis les opportunités. Je ne veux pas avoir de regrets dans la vie. Je veux foncer à 100%. Fait que ça, la mort de ma mère, c'est vraiment... Pour de vrai, c'est une belle chance que j'ai eue. Parce que ça m'a sensibilisée au fait qu'il faut profiter de la vie. Là. Est-ce que tu crois que c'est propice parce que moi aussi j'ai perdu ma mère jeune, Mm. aux gens justement qui ont perdu un des deux parents jeunes, de penser comme ça? Oui. Parce que moi aussi j'ai un peu cette Mm. philosophie. Vis là, genre, Exact. vis là. Tu sais, mais moi, je suis vraiment... C'est ça, c'est là que ça se passe. Pas demain. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une chance. On dit, ah, c'est triste, mais bon. Oui, c'est triste, mais il y a un beau plus aussi. Est-ce que toi, à ce moment-là, ça a été difficile parce que tu veux pas. Ah ouais. Il y a l'âge aussi. Ah ouais, tu sais, je veux dire, moi j'ai arrêté, là. Je me souviendrai tout le temps. Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui a passé par un processus d'infertilité, puis j'ai eu de la difficulté à avoir un bébé. J'ai fait 7 ans de traitement en fertilité, 9 ans, en fait, à tenter de faire un bébé. Parce que dans le fond, mes règles ont cessé à la mort de ma mère. J'ai arrêté carrément. Genre, j'ai fait, wow, c'est comme si mon corps, il a fait shut down. C'est fini. T'avais quel âge à Puis ce moment-là? j'avais, tu sais, je suis vraiment pas bonne avec les chiffres, mais je pense que j'avais comme genre 23 ans. Là. Ok, même âge que moi. Fait que, tu sais, j'étais dans la vingtaine, un moment où on a vraiment besoin de notre mère. Là. Fait que, ouais, ça fait que ça a été difficile de faire le bébé après. Ouais. Puis comment tu trouves ça, être mère après? Oui. Sachant que ouais. aussi ta fille, elle va jamais connaître ta mère. Mm. Puis, ouais, bref. Ouais. Ben, peut-être que dans le fond, ça fait en sorte que je suis une maman. Je suis vraiment là. C'est ma fille, Laure, je l'aime d'une manière infinie, sans doute comme toute Chaque maman parent.
Mais nous, on est fusionnels, là. Ça n'a juste pas d'allure, ma fille et moi. Puis je veux tout lui transmettre. Je veux qu'elle soit... Tu sais, ma fille, je lui la mets presque pas devant les écrans non plus, là. Je suis tout le temps en mode, qu'est-ce que je peux lui montrer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est ça, la maternité, pour moi, c'est comme un cadeau inespéré parce que je l'ai tellement souhaité que maintenant que je ne peux pas le perdre. Ouais. Est-ce que tu me lis un extrait de ton livre? Ah oui, avec plaisir. Il y a combien d'histoires dedans? Il y en a 10, Ah, je pense 12. Et puis, ce sont des histoires sur la solitude. Puis là, c'est drôle parce que moi, j'aime beaucoup la solitude, peut-être du fait que je sois jumelle. Mais j'adore être seule pour créer, prendre de grandes marches, courir longtemps, juste pour être en contact avec mes pensées, réfléchir. Et là, je sais pas, je pourrais vous lire toutes sortes de choses, mais là, j'ai le goût. J'avais une page que j'avais vue recourbée dans ton livre. Quelque part. Oui, c'est ça. Mais j'ai le goût d'y aller parce que ce matin, je cherchais, puis je me suis dit, hey, je vais y aller avec In Vivo parce que ça parle à la fois de la fertilité un peu, ça parle d'une fille qui veut faire des bébés, puis qui n'arrive pas à faire des bébés, mais en même temps, une fille qui fait de la photographie, puis qui est artiste. Donc, ça va rejoindre. Comme là, chaque histoire sont inspirées de... C'est inspiré d'un peu des gens que j'ai croisés, des objets que j'ai vus. Je suis genre, si jamais je vois une clé traîner dans la rue, je vais la ramasser en me disant « Hé, à qui ça appartient? Qu'est-ce que c'est? » Donc, c'est à la fois des objets puis des individus que j'ai croqués au vif puis qui ont donné des histoires. Ouais. In vivo. Les plus belles photographies me sont douloureuses parce que l'image est ce dont je suis exclue. Roland Barthes. Clarisse ne sort pas ou peu, préfère le silence. En réalité, les discussions vont rarement à l'essentiel. Trouve-t-elle. Ce qu'on veut ne se dit pas. Choc. Alors elle se tait, s'enferme. Dans la salle de bain, l'obscurité est parfaite pour développer les pellicules photos qu'elle manipule. Un filet d'eau coule dans le bain. 3 récipients sont disposés. Le révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur. Pendant que le papier se détend d'un bac à l'autre, elle réfléchit. Une main mouillée sur son ventre, là où son désir tombe. Les ovaires battent à vide. Un mécanisme palpite. Au fond de l'utérus, une part d'elle produit du rien. Elle rallume. Dans la chambre adjacente, une corde à linge traverse l'espace. Clarisse y accroche les clichés servant à l'exposition qu'elle prépare. L'endroit est parfait pour le séchage. Longtemps, elle a façonné le papier glacé de lumière. Les agrandissements révèlent les scènes qu'elle croque à l'aide du vieux Leica qu'elle tient caché sous son manteau, contre son flanc. Ça continue. Wow. Je suis impressionné par comment c'est écrit. C'est très graphique. Il y a un style d'écriture qui vient avec ça. Hein? Ouais. C'est pas tous les romans ou les nouvelles qui sont écrits comme ça, mais Non. comment t'expliques ce style-là? On peut vraiment imaginer ce que c'est. Puis moi, pour qu'une nouvelle ou un roman m'interpelle, il faut que ce soit graphique. Sinon, c'est trop dans l'abstrait, ça m'intéresse pas. J'ai besoin... Et puis là, on va faire un lien avec la technologie, tu sais. Moi, j'ai besoin, quand je lis, de voir à travers les mots. Tu sais, c'est comme si parce que j'ai pas eu de télévision, j'aime vraiment décrire les choses parce que la façon de décrire les choses, ça nous permet de voir comme on peut pas voir. Puis, tu dis que c'est très dense, très graphique. Je pense que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup mon style. Je suis tout le temps en train de reprendre. Est-ce qu'il y a un nom à ça? Ça serait, moi je dirais lyrique, mais je pense pas que c'est trop lyrique. Ben, je pense que c'est que ça frôle vraiment. C'est de la prose. Okay. C'est de l'écriture à mi-chemin entre la poésie puis le récit. Merci d'avoir lu ce court texte-là. Pour les gens qui veulent se le procurer. Oui, alors ben, c'est disponible partout en librairie. Donc le titre « Les papillons boivent les larmes de la solitude » et c'est publié à l'instant même. Lola, la fille à Maxime, elle me posait la question « Pourquoi ce titre? »
Ah oui, c'est super drôle. Puis j'adore cette question-là parce qu'on me la pose souvent. J'ai beaucoup inventé mes histoires en marchant parce que avant de courir, je prenais des très, très, très longues marches. Et je me souviens d'une fois où je marchais, il pleuvait. Puis là, ou peut-être qu'il avait même arrêté de pleuvoir. Et là, je me suis penchée puis j'ai vu un escargot. Puis sur la carapace de l'escargot, il y avait une petite goutte de pluie qui glissait. C'était si beau. C'était comme si la lumière s'était accrochée à la goutte de pluie. Puis je me suis dit, mais c'est pas de la pluie, c'est des larmes. Puis ça peut pas être un escargot. Il faudrait que ce soit un autre insecte. Puis là, j'ai fouillé. Quel insecte? Ah, faut que ce soit un papillon puis que ça s'envole. C'est ça. L'histoire de mon titre. Bon. Je vais pouvoir le dire. Ou le faire écouter. Ça nous amène à une nouvelle partie de notre émission. On veut faire les machines juniors. Fait que dans le fond, chaque personne qu'on rencontre, on pose une question qui est destinée aux enfants. Puis que ça va être un segment qui va s'appeler genre Déjeuner avec Anne Genet, qui va être un 5 minutes dans la semaine pour les enfants. Puis pendant qu'ils déjeunent, on leur met ça, puis ils apprennent quelque chose. Anne, tu es une écrivaine. Quand tu vois des enfants qui ont un talent pour faire de l'écriture, quel est le conseil que tu aimerais leur donner? Alors, tu peux laisser libre cours à ton imagination. On veut des segments d'à peu près 5 minutes. La première invitée avec qui on fait ça. Okay. Alors, si tu imaginais que tu parlais avec des enfants, c'est des enfants qui sont accrochés au micro, qui sont même devant toi. Tu as 2 enfants adultes ici, mais imagine c'est tes enfants à qui tu parles, puis ils veulent savoir, hey, tu sais, j'aimerais ça écrire moi aussi, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais y aller avec un conseil en disant, vas-y. Vas-y, puis quand je dis vas-y, ça va dans tous les sens. Ça veut dire, à la fois, si tu veux écrire, fais-le maintenant. Prends ton cahier, lève-toi tôt le matin, puis écris. Mais aussi, vas-y en te disant, si mes amis me disent que c'est pas cool d'écrire, écoute-les pas. Écoute pas les gens qui font obstruction à... Tu sais, les gens qui disent que c'est pas cool de faire ça ou c'est pas bien. Écoute ta petite voix à l'intérieur qui dit que t'es capable. Puis que ce qui est important, c'est ce désir-là. Puis aie confiance en toi aussi. Parce que, tu sais, je trouve que à l'école, c'est pas évident. Très souvent, tu sais, il faut faire tout le temps la même chose que tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument faire la même chose que tout le monde? Pourquoi est-ce que tu pourrais pas écouter ce que, dans le fond, tu as à l'intérieur de toi? Puis y aller. Et que ce serait, mon conseil, c'est vraiment, écoute-toi, aie confiance. Vas-y, puis attends pas à demain. Demain, ça va être trop tard. Fait que nous, les parents, il faut leur acheter des petits cahiers. Oui, oui, avec des beaux dessins dessus. Non, mais les miens sont noirs, là, ils ont pas de dessin dessus. Merci Anne pour ça, merci. Anne, ça nous amène vers la fin de notre entrevue. On a... Les fameuses questions. Ah oui, c'est sûr, t'es prête. Je suis prête. La première question que je vais te poser, c'est quoi pour toi être une machine? Hey, cette question-là, je l'aime. Parce que on me l'a dit le monde souvent. l'aime ou l'aime pas. C'est comme c'est quoi une machine, parce que le monde le voit au premier degré. Ouais, mais t'es pas obligé de le voir au premier degré. Tu sais que je vois pas les choses au premier degré. Je m'en doutais qu'elle n'a pas à t'expliquer. Alors, ça, on me l'a dit très souvent dans la vie. Puis au début, je sourcillais. Je faisais « Hey, tu me prends vraiment pour une machine? J'ai vraiment beaucoup trop d'émotions puis d'imagination pour être une machine. » Puis là, après ça, je me suis dit « Attends, toi. Attends. » Je pense qu'au contraire, si dans le fond, on se dit qu'une machine, c'est quelqu'un... Moi, je pense qu'au départ, une machine doit réfléchir. T'sais, on a comme l'idée que ça serait un robot ou quelque chose comme ça. Mais non, je pense que la réflexion, quelqu'un qui est une machine, qui accepte les défis dans la vie, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à réfléchir. Puis, si je cours, si je nage, si je fais du vélo de cette façon-là, très souvent, c'est parce que j'ai besoin de réfléchir. Puis le sport me l'amène. Puis, tu sais, toutes les fois, on me dit « Wow, t'es une machine, là! » C'est parce que je courais vite ou parce que je nageais vite. Puis à ces moments-là, curieusement, c'est des moments où je pense énormément. Parce que très souvent, quand je pars courir ou nager, ou peu importe, j'ai une idée, puis je veux aller au bout de cette idée-là. Fait que je me dis, OK, je fais une longueur, puis là, je vais apporter une solution. Puis je pousse l'idée tout le temps plus loin.
Une machine, c'est quelque chose, c'est un être pensant. Un être pensant qui est capable de voir à long terme, puis de se dire, si présentement dans ma compétition, par exemple, ou, je sais pas, j'ai mal aux pieds, mais je suis capable de réfléchir puis de me dire, je vais passer au travers de ça. Je vais passer au travers de ça. Puis... Donc, c'est pour ça qu'une machine, c'est quelque chose de pensant. C'est pas juste dans l'exécution. Ouais. C'est quoi les autres questions? Les autres questions, j'ai comme peur le nombre de livres qu'elle va nous dire. Si t'avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes, considérant que t'en as lu beaucoup, juste Pas un livre pour leur compliquer la vie. ouais, c'est ça. Un livre pour les inspirer. Ouais. Parfait. Pas un livre qui est introuvable parce qu'il n'y en a pas ici. Là. OK, d'abord. Pas un livre écrit en japonais, faut que tu lises à l'envers. Là. OK, d'abord. Mais cette question-là, on me la pose souvent. Puis moi, ce que je fais, parce qu'il y a effectivement beaucoup trop de livres dans ma vie, j'y vais en fonction de là, maintenant, comment je me sens. Okay. Parce que mon livre préféré ou le livre que je suggère, c'est en fonction d'un contexte. Puis il varie tout le temps en fonction de des moments dans ma vie. Donc là, présentement, il neige, c'est quasiment une tempête. Non, finalement, c'est pas une tempête, mais il neige beaucoup. C'est l'hiver. J'ai besoin d'évasion. Et j'ai décidé de vous suggérer Désert solitaire de Edward Harvey. En fait, ce qui est génial dans ce livre-là, c'est qu'on se retrouve en plein désert. C'est au Parc national des Arches, dans le coin de l'Utah. Et c'est un ranger, c'est un gardien de parc qui va passer un certain temps là, mais il est comme... C'est dans les années 60 que ça se passe. Il est comme à 30 km de la civilisation. Là. Il est vraiment isolé dans une caravane avec des serpents, des laridités, le froid aussi. Il y a une façon de dépeindre la survie que j'aime beaucoup. Puis même aussi une façon de raconter la nature qui fait tellement du bien. D'autant plus que tu dis, ben aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est sûr que la nature a changé, puis c'est horrible de voir tout ça, mais quand on lit, on s'aperçoit qu'il faut faire attention à ce qui nous environne, puis ça donne le goût d'être seul dans le désert. Dans l'Utah, ouais. Écoute, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai lu un livre de fiction. Je te promets de me le taper. Puis t'en faire mon rendu après. Mais là, c'est un récit de voyage. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que... Ouais. Mais ça fait longtemps que je veux lire Jack Kerouac aussi. Ah oui. Puis je devrais le lire, puis finalement, parce que c'est une fiction, je me retiens de lire ces affaires-là. Je sais pas pourquoi. C'est comme un blocage. Il faut que les livres nous apportent quelque chose. Peut-être que tu te dis à travers un livre, ça n'apporte rien, mais justement, les récits, c'est ce que j'aime. Les récits sont basés sur des expériences réelles, des réflexions que des gens ont eues. C'est comme si on avait accès au cerveau. Et j'adore avoir accès au cerveau des gens. Là. Intéressant. S'il y avait une chanson qui serait sur la trame sonore de ta vie. Puis là, ça change aussi en fonction de comment je me sens. Maintenant, on va dire maintenant. Et maintenant. Puis là, ces jours-ci, tu sais, moi, j'aime ça quand je courir avec la musique qui bouge. Mais là, je suis tombée sur la radio, ça jouait sur une chanson d'Ekflo et Oli. Puis, tu sais, les paroles sont super intéressantes. Le titre, c'est Dommage. Ça dit, dans le fond, ça parle des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est vraiment ce que je pense. C'est comme c'est l'histoire de plein de monde qui ont juste pas saisi leur chance. Tu sais, qui avaient quelques secondes pour le faire, pour aller parler avec la belle fille assise dans l'autobus, tu sais, qui lui souriait, puis le gars, il l'a pas fait. Et là, c'est fini, la fille a disparu, et puis là, tu sais, je pense qu'il faut saisir les occasions dans la vie, puis ça me fait du bien d'écouter, ça bouge, puis en même temps, c'est une belle leçon de vie. Est-ce que tu écrirais des chansons? Hey, j'ai un ami qui fait de la musique, puis qui m'a déjà dit qu'il aurait souhaité que je lui écrive des paroles. Mais c'est comme tout un défi, je pense. Peut-être un jour. Ouais. Peut-être un jour. Bon. Anne-Jeanne, merci infiniment. Merci, Denis. Merci, c'était le fun. C'était super intéressant. Puis tous les gens qui veulent... Où est-ce qu'on peut connecter avec toi sur les réseaux? Sur le monde virtuel? Ah ouais, écoute, moi, je suis super connectée. Faut aller à la bibliothèque. Prendre rendez-vous. Mais on peut se procurer mon livre en librairie. Je suis sur Instagram. Sous le nom de? Puis Anne-Jeanne. Anne-Jeanne. Ouais.
Il y a Pour aussi sur Angenet Strava. Papillon. Ah oui, Strava! Oui! Sur Strava, sur Cool. Instagram, sur Facebook. Ouais, partout. On te souhaite beaucoup de succès dans la suite des choses. On te souhaite beaucoup d'autres romans. On souhaite que le métier de bibliothécaire ne disparaisse pas. Et on souhaite beaucoup de bonheur, Anne. Merci. Merci d'être venue. Merci. Bonne semaine, les machines. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.